Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le numérique responsable. Le webinaire s'organise autour d'un quiz que vous pouvez faire et donc je vais répondre aux questions au fur et à mesure pour corriger les questions du quiz. Donc le quiz se déroule en 2 étapes. Une première étape sur les enjeux climat et l'impact du numérique et une deuxième étape sur l'empreinte carbone du numérique. Et le but de ce webinaire, c'est de vous donner envie d'adopter des pratiques numériques plus éco-responsables et aussi d'avoir des grands ordres de grandeur quand on parle numérique, bilan carbone et bilan carbone en général pour voir un peu quel est l'impact du numérique dans une empreinte carbone plus globale. Donc, les enjeux climat et les impacts du numérique. La première question, c'est les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère. Donc, c'est vrai. Personnes ont une bonne réponse. C'est vrai parce que les gaz à effet de serre sont principalement le dioxyde de carbone, le méthane, qui sont naturellement présents dans l'atmosphère, mais qui sont également produits par les activités humaines. Ils ne sont pas toxiques en eux-mêmes, ce pas des gaz toxiques, mais c'est surtout leur grande quantité dans l'atmosphère, grande quantité qui est donc générée par les activités humaines, qui ne peut plus être naturellement absorbée par les puits de carbone que sont l'océan et la végétation, et qui vont donc stagner dans l'atmosphère et contribuer à augmenter l'effet de serre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel et qui va contribuer à réchauffer encore la planète. Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et donc qui a été créé en 1988 par 2 institutions des Nations Unies, condense la littérature existante, donc ils ne réalisent pas à proprement parler de nouvelles recherches, mais ils vont condenser la littérature scientifique existante pour en tirer des synthèses, des scénarios par rapport à l'évolution du climat. Lors de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, la température moyenne de la planète était de 10 degrés. Donc là, c'était une question piège parce qu'on a tendance à penser que lors de la dernière période glaciaire, la planète était beaucoup plus froide. Mais en fait, aujourd'hui, notre planète est à 15 degrés et lors de la dernière période glaciaire, elle était qu'à 10 degrés. Ça veut dire qu'il y a une différence que de 5 degrés. Donc 5 degrés, c'est énorme quand on parle d'évolution du climat. C'est pas du tout pareil que la météo. Quand on parle d'évolution du climat, 5 degrés, ça a des conséquences extrêmement dramatiques. Là, je vous ai mis une petite carte pour que vous compreniez qu'il y a 20 000 ans, alors que la température n'était que de 5 degrés en dessous de la température actuelle, il y avait quand même 3 km d'épaisseur de glace sur le nord de l'Europe. L'océan était abaissé de 120 mètres et donc on avait une végétation de toundra ou de steppe, pas du tout comme notre climat et notre végétation actuelle qu'on connaît actuellement en Europe. Donc on voit que 5 degrés, ça peut paraître petit, mais en fait c'est considérable et ça va avoir des répercussions considérables sur les végétations et sur les paysages et sur la biodiversité. Et 5 degrés, c'est pourtant un des réchauffements qu'on veut justement limiter. Et l'accord de Paris, lui, qui est issu de la COP 21 en 2015, où tous les pays se sont accordés pour dire qu'ils voulaient limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ce qui est déjà énorme, 2 degrés en 2100. Or, on est déjà à un réchauffement de 1,1 degré. Donc, en fait, il faut faire des efforts considérables pour réduire ce réchauffement à seulement 2 degrés. Et donc, les scénarios du GIEC nous disent que si on ne fait rien, on pourrait atteindre des températures qui seraient proches des 5 degrés, donc entre 4,1 et 4,8 degrés.
Et si on continue, par contre, si on continue dans des politiques d'atténuation, d'adaptation au changement climatique, on pourrait peut-être atteindre 3 degrés, alors que les accords de Paris, eux, visaient plutôt les 2 degrés. Donc, on voit que même un petit degré supplémentaire, ça va avoir des conséquences dramatiques sur la biodiversité, sur les paysages et sur la végétation. Et le changement climatique actuel est dû aux activités humaines essentiellement, principalement. C'est bien ce que dit le GIEC depuis son dernier rapport, son 6e et dernier rapport. Le changement climatique actuel est vraiment dû aux activités humaines. On le voit sur ce graphique, l'augmentation de la température est vraiment corrélée aux facteurs humains et pas du tout aux facteurs naturels. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un grand consensus scientifique pour dire que l'augmentation de la température actuelle est due à l'activité humaine, aux activités humaines, et notamment depuis le début de l'ère thermo-industrielle, depuis les années 1850. Depuis les années 1850-1880, où on commence à avoir des mesures directes de température, on voit une très forte augmentation des températures, alors que les températures n'avaient pas augmenté depuis 2000 ans. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe en 1880, enfin à partir des années 1850, et c'est bien donc le recours massif aux énergies fossiles et l'industrialisation de la qui ont fait que les températures ont augmenté, et donc bien un lien direct avec les... Aujourd'hui, quelle est l'empreinte carbone moyenne par an et par personne en France? On parle de 10 tonnes de CO2. Et le GIEC et les accords de Paris nous disent qu'il faudrait réduire cette empreinte à 2 tonnes. Alors, dans l'empreinte carbone moyenne, on trouve une grande part d'émissions liées à la voiture, aussi un peu à l'avion, à la viande, au chauffage et après aux différents achats de loisirs, mais achats on trouve en dernier lieu le poids des dépenses publiques, et donc qui a aussi un impact carbone. Et donc là, on parle bien d'empreinte carbone, c'est-à-dire des émissions qui sont faites en France, réalisées en France, mais aussi toutes les émissions qui sont importées par les biens qu'on importe. Donc on parle bien d'empreinte carbone et pas des... Pour connaître son empreinte carbone, vous pouvez faire le bilan. L'ADEME met à disposition un test. Vous pouvez tester votre empreinte carbone, estimer votre empreinte carbone avec un petit logiciel très simple à manipuler. Et vous allez voir justement, vous, quelles sont vos dépendances et vos leviers d'action en matière d'empreinte carbone. Pour les organisations, on va plutôt parler de bilan carbone. Et donc, certaines organisations, les plus grandes entreprises, sont soumises à des bilans carbone obligatoires, doivent absolument réaliser leur bilan carbone. Donc, ça part un peu du même principe. On va regarder dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise, combien de carbone vont être émis par l'achat des matières premières, par le transport, par l'utilisation du produit, par la fin de vie du produit. Et donc, pour établir un bilan carbone. Et je vous ai remis là, par souci de comparaison, l'empreinte carbone du tourisme en France. Donc l'empreinte carbone du tourisme en France, c'est 118 millions de tonnes équivalent CO2, dont 77% qui est émis par les transports, la mobilité, et notamment une grosse part par les transports aller-retour. Donc, dans l'empreinte carbone du tourisme, c'est essentiellement le transport des passagers qui va avoir un gros impact. Après, on retrouve l'hébergement, l'achat de biens touristiques, la restauration et, dans une moindre mesure, les acteurs du tourisme et l'événementiel d'affaires.
Et quelle part représente le numérique dans l'empreinte carbone de la France? Eh bien, c'était 3%. Le numérique représente une assez faible part dans l'empreinte carbone de la France par rapport à la voiture et à la viande notamment. En termes d'empreinte carbone, c'est une faible part parce que, il faut savoir que l'énergie, utilisée en France est essentiellement nucléaire et donc, est décarbonée. Mais par contre, si on réfléchit juste en termes d'énergie, le numérique consomme 56 TWh par an en France, ce qui représente quand même 12 de la consommation électrique. Donc en empreinte carbone, on est plutôt à 3 de l'empreinte carbone, mais en consommation électrique, on est plutôt à 12 de la consommation électrique française. Par contre, à l'échelle mondiale, où l'électricité est plus carbonée, le numérique atteint 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On peut voir un petit peu sur ce graphique quels sont les grands ordres de grandeur par rapport à l'empreinte carbone du numérique. On voit que c'est la construction des appareils, que ce soit la construction d'un smartphone, d'un ordinateur portable, d'une télévision, qui a le plus grand impact carbone. L'utilisation dans l'usage du numérique, donc ce qui est des emails, même de la visioconférence ou du streaming, ça reste plus minoritaire. Sachant que dans les usages, ça reste quand même le streaming, la vidéo en streaming, qui reste le plus émetteur de gaz à effet de serre. Vous pouvez calculer votre empreinte numérique. Il y a un calculateur, une calculatrice en ligne qui permet donc de calculer vos usages numériques. Vous leur dites, vous introduisez dans le calculateur quel est votre modèle, quelle est la durée d'utilisation, quel est votre usage du streaming, quel est votre usage des mails, et il vous donne une estimation. Alors, sachant que selon les organisations, les facteurs d'émission qui sont retenus ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ça reste quand même une estimation. Il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre parce que en fonction des critères qu'ils vont prendre, des facteurs d'émission, du cycle de vie qu'ils vont prendre, ça peut varier d'un site à l'autre. Mais ça peut vous donner quand même quelques éléments de grandeur. Qu'est-ce qui a le plus d'impact en termes de réduction de son empreinte carbone entre faire le tri de ses emails, acheter des appareils électroniques d'occasion, manger local et ne plus manger de viande? Eh bien, c'est ne plus manger de viande qui a le plus gros impact en termes de réduction de votre empreinte carbone. Donc, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, ce qui aura le plus d'impact, ce sera ne plus manger de viande. Ensuite, ce sera manger local. Ensuite, ce sera acheter ses appareils électroniques d'occasion. Et ensuite, ce sera faire le tri dans ses emails. Les échelles de grandeur sont pas du tout les mêmes. Entre faire le tri dans ses emails et ne plus manger de viande, les échelles de grandeur sont considérablement différentes. Donc, il faut bien considérer le numérique pour ce qu'il est et pour dans le bon ordre de grandeur de l'empreinte carbone. Donc, vous voyez que quelqu'un qui passerait au régime végétarien, il baisserait son empreinte carbone de 1,12 tonne par an. Alors que quelqu'un qui achète son électroménager et ses appareils connectés d'occasion, il ne baisserait que de 0,16 tonne par an. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'en ordre de grandeur, il y a des choses qui ont beaucoup plus d'impact. Donc, il faut idéalement en faire le maximum. Mais si vous voulez aller vers des choses qui ont le plus d'impact, c'est ne plus manger de viande, par exemple, qui aura le plus d'impact. Vous avez un petit jeu qui s'appelle Carbonique, qui peut être joué en ligne ou qui peut être acheté en ligne sous un format de jeu de cartes et qui vous permet de comprendre l'impact de vos émissions carbone en comparant certains comportements, certains gestes. Donc, par exemple, entre acheter le dernier iPhone et une alimentation classique, on voit bien que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Si on achète le dernier iPhone, ça représente 80 kg d'équivalent CO2. Et si on a une alimentation classique moyenne française sur un an, ça représente 1,6 tonne de CO2, d'équivalent CO2. Donc, c'est un petit jeu qui vous permet de manipuler en fait les ordres de grandeur et de démystifier certains éléments
qu'on croit peut-être plus émetteurs que d'autres. Et à votre avis, l'empreinte carbone par personne de notre webinaire d'aujourd'hui, elle est équivalente, elle est équivalente à 0,1 km en voiture. Donc le numérique reste quand même très faiblement émetteur par rapport à la voiture notamment. Donc j'ai calculé ça avec un graphique qui donnait les différentes empreintes carbone des outils de visioconférence et j'ai calculé que notre webinaire d'aujourd'hui aura eu un impact d'environ 22 grammes de CO2 par personne. Et ces 22 grammes de CO2 par personne, ça équivaut à 0,1 km en voiture ou 0,003 repas avec du bœuf. Donc, si on avait été en présentiel, moi j'habite près du Mans, le trajet Le Mans-Nantes en train, ça aurait été 2 kg de CO2, ou si je l'avais fait en voiture, ça aurait été entre 70 et 100 kg de CO2. Donc vous voyez que l'empreinte du numérique reste quand même considérablement plus faible que les transports, la voiture ou même le train. Dans l'empreinte numérique, on compte l'énergie pour la fabrication des appareils et celle pour leur utilisation. Quelle est la part d'émissions de gaz à effet de serre des appareils? Eh bien, c'est 80% de l'empreinte totale du numérique. La fabrication des appareils émet 80% de l'ensemble du numérique. Donc, en France, donc, comme on disait un peu tout à l'heure, comme l'électricité est fortement décarbonée, le numérique ne représente que 17%. L'utilisation du numérique ne représente que 17% de l'empreinte carbone, alors que la fabrication va représenter 83%. Par contre, en termes d'énergie, c'est différent. Si on parle en wattheure, là, ce sera plus l'utilisation qui sera impactante. Donc, à 59%, l'utilisation du numérique représente 59% de l'énergie utilisée, alors que la fabrication représente 41%. Mais il ne faut pas oublier que l'impact du numérique, c'est d'autres impacts environnementaux que les seuls impacts carbone, notamment sur l'eau et sur les ressources, notamment les ressources de métaux. Mais si on revient à l'empreinte carbone, la fabrication des terminaux, c'est ce qui a le plus fort impact carbone. C'est 76% de l'empreinte carbone qui est due à la fabrication des terminaux. Après, il y a un petit peu de fabrication de data center, 2%, et un petit peu de fabrication de réseau, 5%, et on revient aux 83% de tout à l'heure. Et l'utilisation, dans l'utilisation, c'est bien l'utilisation des terminaux qui va avoir un impact carbone, mais beaucoup moindre que la fabrication. Et puis donc, ne pas oublier que l'empreinte carbone n'est pas le seul critère d'impact quand on parle de numérique, parce qu'il va y avoir des problématiques sur le bouleversement des écosystèmes, notamment liées à l'extraction des matériaux, l'extraction des métaux, la consommation et la qualité de l'eau, l'extraction des minerais, la production d'énergie. Donc, ça pose bien d'autres problèmes également que le seul empreinte carbone. Voilà pour la première étape. Donc, on a parlé des enjeux du climat et des ordres de grandeur de l'impact du numérique. Maintenant, attachons-nous à regarder un petit peu plus en détail quelle est cette empreinte carbone numérique et regardons d'un peu plus près les 83% des gaz à effet de serre du secteur numérique sur la fabrication des appareils et les 17% des gaz à effet de serre sur l'utilisation des appareils. Donc, en moyenne, combien pensez-vous qu'un foyer français détient d'appareils électriques, appareils connectés, tout type d'appareils électriques, que ce soit appareils connectés, électroménagers, luminaires, chauffage? Eh bien, l'ADEME nous dit que c'est environ 100 par personne. Il y aurait 100 équipements électriques par Français en moyenne. Et parmi eux, donc, de plus en plus qui sont des objets connectés. On voit bien là un petit peu les appareils qui sont dans les foyers. 96% des foyers disposent d'un téléphone mobile, 95% d'un téléviseur, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des appareils qui sont hors d'usage, qui sont aussi dans les foyers. Donc, si on compte les appareils en usage et les appareils hors d'usage,
ça peut faire beaucoup. Par exemple, c'est 41% des foyers qui disposent d'un téléphone hors usage chez eux. Donc il y a là aussi une problématique de recyclage des matériaux puisque, beaucoup de ces appareils restent dans les foyers et ne sont pas envoyés dans la filière de recyclage. Et les objets connectés donc, sont en forte progression. Au total, plus d'une personne sur 3 est équipée dans son foyer d'au moins un objet connecté. Et ce pourcentage est passé de 16% l'an dernier à 37%, en 2020. Oui, c'est des chiffres qui datent de 2020, 2019, 2020. Donc on voit bien que les objets connectés, que ce soit relatif à la santé, relatif à l'électroménager, relatif à la sécurité ou à la domotique, augmentent d'année en année. Alors que pour produire un ordinateur de 2 kg, combien de matières premières il faut extraire? Il faut extraire entre 500 et 1000 kg de matières premières. Plus exactement, 600 kg de matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, 500 pour une box internet et 200 pour un smartphone. Donc il y a tout un enjeu du recyclage et du faire durer en fait son appareil. Or, 84% des smartphones détenus en France ont moins de 3 ans, ce qui est vrai. On voit bien que les smartphones, donc, si on prend la part de smartphones qui ont moins de 3 ans, ça représente 84%. Mais si on prend juste ceux qui ont moins d'1 an, ça représente déjà un tiers des smartphones. Donc, un tiers de la population a un smartphone de moins d'1 an. Et on voit que le réflexe d'achat d'occasion n'est pas encore rentré dans les mœurs françaises, puisque il n'y a que 17% des Français qui ont acheté leur téléphone d'occasion, contre 83% qui l'ont acheté neuf. Et 62% des smartphones sont renouvelés, bien qu'encore fonctionnels. Donc, on voit bien dans ce graphique les raisons pour lesquelles les smartphones ont été renouvelés. Et on voit que 25% ont acheté un smartphone alors que l'ancien fonctionnait encore. Et il n'y a que 26% qui l'ont acheté parce que le smartphone n'était plus du tout utilisable. Donc, faire durer les appareils, c'est d'autant plus important donc que la production des appareils a un fort taux d'émission de gaz à effet de serre. Donc, si on prend juste une télévision, toute son empreinte carbone vient majoritairement de la production, au moment de la production et l'extraction des matières premières, la fabrication des composants. Donc, sur les 374 kg d'une télévision de 30 à 40 pouces, c'est 300 kg, 299 kg d'équivalent CO2 qui est dû à la production des matières premières et à la fabrication des composants. Donc, ce n'est pas négligeable, puisque les 374 kg, ça représenterait environ un aller-retour en avion Paris-Nice, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il faut absolument faire durer les appareils, et puisque plus vous ferez durer un appareil, plus vous allez amortir dans le temps son empreinte carbone. Par exemple, un MacBook neuf, c'est 320 kg de CO2 par an, c'est 320 kg de CO2, pardon, mais si vous l'utilisez que 2 ans, ça sera donc divisé par 2. Son empreinte carbone sera équivalent à 160 kg de CO2 par an. Par contre, si vous ne l'utilisez pas pour 5 ans, son empreinte carbone va être divisée par 5. Donc, il vaut mieux faire durer le plus longtemps possible ces appareils pour que son empreinte carbone soit amortie sur une durée la plus longue possible. Et puis, bien sûr, si vous achetez reconditionné, ça aura encore un effet pour la durée d'utilisation sera encore plus longue. Vous pouvez donc faire durer en réparant. Je vous ai juste mis un
un exemple d'une plateforme de vente de pièces détachées, des plateformes qui se développent pour pouvoir réparer les objets. Donc, on a des pièces détachées de téléphones, d'ordinateurs, d'électroménagers, et donc un site qui aide au diagnostic de la panne, qui permet de trouver un réparateur et de vous fournir en pièces détachées. De combien de métaux différents est composé un smartphone en moyenne? Eh bien, de 40 métaux différents. C'est là aussi un gros enjeu pour le recyclage, puisque ces métaux sont tous mariés les uns avec les autres et on a du mal à les recycler. Et parfois, certains métaux en quantité infime et on ne peut pas vraiment les recycler. Donc, il y a qu'une toute petite part des métaux qui sont présents dans un smartphone qui se recyclent. Alors, des solutions existent pour acheter des appareils d'occasion reconditionnés. Donc, de plus en plus d'acteurs se sont lancés sur cette filière, dont un des principaux acteurs est Back Market, qui est historiquement implanté depuis assez longtemps. Mais il y a d'autres acteurs comme Largo, qui est une entreprise nantaise et qui est spécialisée dans la vente d'appareils reconditionnés, tout comme Back Market. L'application clavier d'un téléphone sous Android pèse plus lourd en kilo-octets que Windows 95. Eh bien, c'est vrai. Une des raisons pour lesquelles nos appareils, parce que les logiciels et les applications qui sont sur nos appareils sont beaucoup plus gourmands qu'il y a quelques années. Les logiciels sont rendus de plus en plus lourds, qui vont demander de plus en plus d'énergie aux appareils. Mais aussi, on a des applications qui sont non utilisées. Certaines applications vont fonctionner en automatique et on ne va pas voir que l'appareil utilise des ressources alors qu'on n'utilise pas forcément l'application. Donc, il faut penser à faire le ménage des applications non utilisées sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs. Et puis, la consommation énergique peut être liée aussi au mode veille, puisqu'on n'a pas forcément le réflexe de couper certains des appareils connectés qui sont même quand on n'en a pas l'usage, typiquement la box, la nuit. Et puis, le temps passé sur les écrans et sur les appareils connectés augmente globalement d'année en année. Donc, on a vraiment 4 raisons qui font que la facture énergétique de nos appareils tend à augmenter. Et puis, donc, sur cette attention et cette économie de l'attention, comme on appelle ça, donc les objets connectés sont de plus en plus présents et captent de plus en plus l'attention. Et avec les objets connectés, on ne décide pas d'aller sur Internet, on est déjà connecté. Il suffit de les mobiliser pour qu'ils soient connectés. Donc, la facture d'électricité s'alourdit encore un peu plus puisque c'est des appareils qui restent automatiquement en veille pour pouvoir interagir avec les utilisateurs. Donc, on a des appareils qui sont contrôlés par la voix, qui sont encore plus consommateurs puisqu'on ne les éteint pas, puisqu'on va les contrôler par la voix dès qu'on va en avoir besoin. Et donc, c'est des interfaces qui sont conçues pour être hyper attentionnelles. Et donc, on a une problématique presque de santé publique autour de l'attention. Et certains auteurs revendiquent une certaine écologie de l'attention, comme si l'attention était un bien commun et qu'on devait vraiment en prendre soin de l'attention, de notre attention, puisque les interfaces numériques sont de plus en plus gourmandes en attention et donc nous captent par ce phénomène de la captation de l'attention. Donc, des ouvrages intéressants à regarder sur l'écologie de l'attention. Regarder 5 minutes de vidéo en streaming équivaut environ à une ampoule basse consommation allumée pendant 1 heure. C'est faux, c'est plutôt 5 ampoules basse consommation allumées pendant 1 heure.
Donc, la consommation des données au quotidien, donc c'est vraiment la vidéo en streaming qui va consommer le plus d'énergie. Donc, l'envoi des photos aussi dans une moindre mesure, la musique et les mails qui consomment le moins dans l'empreinte énergétique et carbone, puisque si on envoie 10 candidatures par mail, il vaut à peu près à 2 ampoules basse consommation allumées pendant l'hiver. On voit que l'explosion de la consommation de données est surtout liée à la vidéo et les données augmentent de 25% par an, les données qui circulent donc sur les serveurs. Le volume mondial de données stockées sur les data centers double tous les 3 ans. En effet, le stocké double tous les 3 ans et on a 36% de données en plus qui sont stockées dans les data centers entre 2016 et 2021. 90% des données mondiales datent d'il y a moins de 2 ans. Donc, on a une progression exponentielle des données sur les data centers. Et donc, quelques bonnes pratiques pour alléger les consommations d'énergie et alléger la consommation des réseaux. Donc, c'est d'envoyer des mails les plus légers possibles en ciblant les destinataires, en compressant les pièces jointes, d'utiliser le cloud avec modération, de trier, de stocker uniquement ce qui est nécessaire, d'utiliser plutôt la connexion en Wi-Fi ou en filaire plutôt qu'en 4G qui est beaucoup plus gourmand, de faire régulièrement le ménage dans ses boîtes mail en supprimant les mails inutiles, les spams, en vidant la corbeille, de faire des recherches web en tapant directement le nom du site plutôt que de passer par une recherche Google. Voilà autant de petits gestes qui peuvent limiter la consommation d'énergie. Et peut-être le geste le plus important, c'est de limiter les vidéos et les films en streaming, puisqu'on voit que le streaming, c'est ce qui dépense le plus d'énergie. Pour supprimer les messages, n'y passez pas trop de temps. Là, il y a une petite fonctionnalité intéressante pour supprimer des emails dans une boîte Gmail. On peut filtrer, on peut mettre en place un filtre pour filtrer les emails par taille, enfin par poids en fait, en mégaoctets. Et donc, on peut rechercher les emails qui sont les plus gros, hein, donc qui ont les plus de 3 mégaoctets, pour pouvoir les afficher et les supprimer. Donc ça, c'est une pratique qui peut être très rapide à mettre en place. Entre 2010 et 2020, la vitesse moyenne de chargement de l'affichage d'une page web est restée stable, ce qui est un peu contre-intuitif puisque la vitesse de chargement, enfin la vitesse de connexion, les vitesses de connexion ont fortement augmenté. 56K il y a quelques années et aujourd'hui la fibre ou la 5G. Donc les vitesses ont fortement augmenté. Mais le poids des pages a fortement augmenté dans le même temps. Du coup, la vitesse de chargement des pages est restée stable. Le poids des données sur un site web a considérablement augmenté, puisqu'en 2000, le poids moyen d'une page web, c'était environ 89 kilooctets, alors qu'en 2019, le poids moyen d'une page web, c'était 1,96 mégaoctets. Donc, on voit bien que les sites web ont tendance à être de plus en plus gourmands en ressources, avec des images, des animations, des diaporamas. Donc, pensez, si vous voulez un petit peu optimiser votre site web et aller plus loin sur l'optimisation de votre site web, à réduire, limiter les animations au strict minimum, voir quelles sont les animations qui vont vraiment être utiles, se poser la question en fait de ce qui est vraiment nécessaire pour l'utilisateur et faire un arbitrage entre le gain de rapidité et l'utilité de la fonctionnalité. Et puis, si vous travaillez sur la rapidité de votre site web, non seulement ça va avoir un gain en termes d'énergie, il va être moins gourmand en énergie,
mais il va être plus rapide, ce qui va être bénéfique pour l'utilisateur et pour le référencement, puisque la rapidité est aussi un critère de référencement. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs bénéfices à travailler sur du poids de ces pages web. Si vous voulez travailler dans cette veine, vous pouvez aller voir le site de Brief Tourisme qui a, vraiment, pensé son site pour être, le plus léger possible, en supprimant toutes les images et en travaillant plutôt sur des aplats de couleurs, des icônes, donc un site en 3 couleurs avec des icônes et des dessins plutôt que, des photos, plutôt que des défilés, des animations, par des grandes photos. Et ça vaut, ce qui vaut pour les sites web vaut aussi pour, toutes sortes de contenus quand vous publiez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur une newsletter. C'est vraiment vous poser la question de quelle est la raison d'être de la publication? Quel est l'objectif? À qui elle s'adresse? Est-ce que les visuels sont nécessaires? Est-ce que ça va être utile ou transformateur pour les personnes à qui on souhaite s'adresser? Est-ce que l'information n'est pas déjà disponible ailleurs? C'est une véritable hygiène numérique qu'il faut revoir, qu'il faut réintroduire et qu'il faut, vraiment, heu, réintroduire pour réintroduire du sens dans les échanges et pour ne pas surcharger les données, ne pas surcharger les serveurs de données, inutiles qui font parfois doublon et qui sont parfois inutiles pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment se reposer la question de l'utilité pour l'utilisateur et donc d'avoir une consommation de données, la plus, efficace possible. Vous pouvez regarder le poids de vos sites web avec un site qui s'appelle EcoIndex par exemple, ou un autre site qui s'appelle Website Carbone et qui va vous mesurer le poids en kilo-octets et en émissions de CO2 de votre page web. Et puis donc, plusieurs, professionnels se mettent à développer des pratiques plus responsables dans la façon de créer des logiciels et des sites internet. Donc vous avez, des labels, donc notamment le Green Code Label et des collectifs comme le collectif Green IT là autour de la conception numérique responsable où, les professionnels s'engagent à, développer de façon, à limiter les codes inutiles, à supprimer les techniques trop gourmandes en ressources, à, avoir des techniques de compression d'images, utiliser certaines requêtes au minimum. Donc certains professionnels s'engagent dans cette voie-là. Donc vous pouvez aussi, vous renseigner auprès de vos, professionnels. Et puis, on peut aussi avoir une action sur, choisir ses serveurs et choisir son hébergement. Infomaniac est historiquement, l'hébergeur sûrement le plus avancé sur le sujet, qui avait mis une charte environnementale en place depuis 2007 et c'est pas que sur, l'énergie propre, c'est sur, les déplacements des collaborateurs, sur, les déchets, les achats, donc un ensemble, de paramètres. Et puis, en France, vous avez aussi Ikula qui s'engage sur les énergies propres et sur la gestion de son énergie. Tous les hébergeurs s'y mettent un peu, mais ces 2 là sont sans doute peut-être les plus avancés en la matière. Pour vérifier si votre hébergeur est vert, vous pouvez regarder The Green Web Foundation en tapant le site web, en tapant l'URL de votre site web, il va regarder sur, quel hébergement, vous êtes. Et puis, vous pouvez, aussi trouver des alternatives aux grands groupes, comme, Matomo qui va être, l'alternative à Google Analytics, par exemple, comme l'a fait, Anjou Tourisme. Et puis, vous pouvez aussi, continuer d'alimenter votre réflexion en écoutant des postures plus radicales et plus critiques, comme, ces 2 auteurs qui vont, penser le numérique comme,
comme un véritable problème et qui se demandent s'il ne faudrait pas carrément refuser l'usage des outils numériques. Donc, c'est des pensées assez radicales, mais qui peuvent aussi donner des pistes de réflexion. Donc, en synthèse, si vous voulez avoir quelques gestes d'hygiène numérique, donc sur les appareils, rappelez-vous que la production des appareils, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut allonger la durée de vie des appareils en optant pour des objets d'occasion ou pour des objets reconditionnés. Débrancher les appareils connectés lorsqu'on ne les utilise pas la nuit, par exemple. Désactiver les sons et les programmes des appareils quand on ne les utilise pas, genre le Wi-Fi, le Bluetooth, qui peut être un peu en back-office sur ces appareils et lutter contre son addiction aux technologies pour en garder un usage raisonnable. C'est ça qui va vous permettre de moins consommer d'énergie en limitant tout simplement ces usages. Et puis en termes de consommation et de production de données, donc trier ses emails, ne pas garder les emails lus inutilement, limiter vos requêtes sur Google en privilégiant l'accès direct au site, limiter sa consommation de vidéos. On l'a vu, la consommation de vidéos en streaming, c'est un gros facteur de consommation énergétique. Optimiser votre site web, donc dans son poids, dans sa conception, dans ses requêtes, local et ou éco-responsable. Et puis donc limiter la surenchère d'informations, donc toujours se poser la question de quelle utilité pour le client. Mais gardez en tête que le numérique reste faible, l'impact carbone du numérique reste faible et que si on parle d'empreinte carbone, il faut bien repartir de votre empreinte carbone totale et d'autres enjeux peuvent être prioritaires si vous voulez avoir un impact sur votre empreinte carbone. Donc un aller-retour Londres-New York, ça reste 2 d'équivalent CO2, alors qu'une année à regarder Netflix 1 heure par jour, ça reste que 50 kg d'équivalent CO2. Donc en termes d'impact, le numérique n'est pas forcément la première des actions à mettre en place si vous voulez réduire votre empreinte carbone. Voilà, vous pouvez maintenant penser à une action que vous avez limiter vos émissions carbone ou celles de vos clients, notamment celles liées au numérique. Voilà, vous pouvez partager notamment votre action sur le groupe Facebook éventuellement de l'académie, si cela vous inspire. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes actions de décarbonation.